C'est ici, en Occitanie, niché au cœur du golfe du Lion, à proximité d'immenses étangs lagunaires, que je suis née il y a plus de 2500 ans. Fille du soleil, levée entre la Méditerranée, les montagnes noires du Minervois et le massif des Corbières, je donne aujourd'hui l'image d'une petite ville méridionale, souriante et tranquille. Mes toits de tuiles roses parsemés de petites terrasses me confèrent, beaucoup le disent, un certain art de vivre que seuls viennent troubler les rafales du Cers, le vent du nord qui chasse les nuages vers la mer et ensoleille la région. Mais si je parais paisible aujourd'hui, ne vous y trompez pas. Mon histoire fut mouvementée, une histoire glorieuse et tragique à la fois. J'ai d'abord été Narbo Martius, capitale de province romaine dans l'Antiquité. Puis Narbona, archevêché majeur au Moyen-Âge. Et à partir du XVIe siècle, Narbonne, clé et garde du royaume de France. Avant de me dresser au XXe siècle en tant que ville du Midi, luttant pour la survie de mon commerce. Au fil des événements et de l'histoire, siècle après siècle, je me suis beaucoup transformée et très souvent reconstruite sur moi-même, retranchée derrière mes remparts. À bien des égards, mon histoire a quelque chose de mystérieux, comme un passé qui ne demanderait qu'à ressurgir des profondeurs du temps. Remontons à mes origines. Voici mon histoire. Au VIe siècle avant notre ère, une peuplade venue d'Espagne, les Élysiques, s'installe durablement sur mon territoire. Ils choisissent une colline à quelques lieues au nord du site où je verrai le jour, car ils viennent d'y découvrir une petite résurgence, une source d'eau douce. Depuis cette colline entourée d'eau et de marécages, les Élysiques ont facilement accès à la mer par les étangs, ce qui leur permet de développer durablement des échanges commerciaux avec les autres peuples du bassin méditerranéen, les Phéniciens, les Étrusques, les Grecs ou les Carthaginois. Ils construisent alors un oppidum, une petite cité fortifiée qui devient rapidement leur capitale, mon site primitif. Quatre siècles plus tard, en 121 avant notre ère, tout s'accélère. Cela fait déjà longtemps que Rome s'intéresse à l'Espagne et s'installe sur son territoire. Afin de consolider ses premières conquêtes, le Sénat ordonne de faire construire une voie terrestre entre les deux pays afin de pouvoir rapidement déplacer ses armées. C'est le général Domitius Aenobarbus qui sera chargé de l'aménager. Il lui donnera son nom, la voie domitienne. C'est ainsi que je suis née, au croisement d'une voie terrestre, d'une large rivière appelée l'Ataxe, l'Aude pour les Romains, et de la Méditerranée tout entière. Mon nom, Narbo Martius, association de l'ancien nom élysique Narbo, qui signifie entouré d'eau, et de Mars, le dieu de la guerre romain. Je suis dès lors la ville de la première colonie romaine fondée hors d'Italie. Par la suite, César, au sortir de la conquête de la Gaule, y installe ses vétérans de la 10e Légion.
Mais si je ne suis au début qu'un grand camp militaire installé sur un carrefour stratégique, à Rome, on a d'autres ambitions pour moi. Il est décidé que je serai l'observatoire et le rempart du peuple romain, selon les mots de Cicéron. Les premiers colons qui sont arrivés à Narbonne à la fin du IIe siècle avant notre ère, d'après Cicéron, ils étaient 2 ou 3 000. Ils sont venus parce qu'en Italie, il y avait des problèmes sociaux. Et donc, ils ont cherché à convaincre des petits propriétaires déclassés, sans emploi, à s'expatrier, à aller fonder une colonie. En échange, on leur payait le transport, on leur donnait un lopin de terrain cadastré. À eux ensuite de refaire leur vie et de faire souche ailleurs. Lorsque les Romains arrivent, en fait, ils sont devant un grand espace qui sont les étangs aujourd'hui qu'on appelle de Bages et de Sigeon, qui font quand même 60 km². Et ils sont obligés d'abord de passer par ces étangs pour ensuite rejoindre le fleuve qui va, lui, faire le lien avec la ville. Les Romains, au départ, c'est des agriculteurs, c'est des paysans. Ils avaient l'habitude de cadastrer, quadriller, répartir les terrains, plus ou moins équitablement. Ce cadastre est marqué, c'est vrai, par un quart d'eau. Le quart d'eau, en principe, c'est l'axe nord-sud. Et le décumanus, c'est un axe globalement est-ouest. Ça se coupe à angle droit, c'est subdivisé en cardines et décumani secondaires. Et tout ça, modèle le paysage, pour longtemps. On va avoir un port à l'intérieur de la ville, mais qui est un port fluvial. Et en revanche, en aval, c'est-à-dire dans les étangs, on va avoir d'autres sites qui sont justement des sites de transbordement et de transfert des marchandises, et notamment des sites comme Port-la-Nautique, Saint-Martin ou Mondirac, où là, les bateaux de haute mer peuvent arriver au plus près et décharger sur ces bateaux à fond plat, ou au contraire décharger sur des quais et rejoindre par une voie plus terrestre la ville. Ces marchandises qui débarquent sur mes digues et transitent jusqu'à mon port fluvial sont stockées dans des bâtiments publics ou privés pour être ensuite vendues sur les marchés. Les viandes, les légumes, les épices, mais aussi l'huile, les sauces et surtout le vin que l'on conserve dans des poteries de toutes sortes. Sous des marchés sont creusées de profondes galeries souterraines afin de lutter contre les remontées d'humidité. Mais dans ces premiers temps, Rome veut faire fructifier son propre commerce, et notamment celui de son vin. On a des très très gros navires avec 10 000 amphores qui naviguent à cette époque. Et ils le vendent sur un marché gaulois qui est très lucratif parce que même les auteurs antiques, lorsqu'ils nous parlent de ce vin, ils disent que les Gaulois en boivent jusqu'à l'excès et que même ils le boivent pur parce qu'il faut imaginer que le vin romain est un vin qui se coupe toujours avec de l'eau. La civilisation, c'est de ne pas boire le vin pur, mais de le couper avec de l'eau, tandis que les Gaulois vont le boire justement pur. Pour favoriser la diffusion de son vin en territoire gaulois, il est décidé à Rome d'aménager une deuxième voie terrestre. Ce sera la voie aquitaine, qui partira au sud de mon site, en direction de l'océan. Bientôt, les colons romains acclimatent la vigne dans ma région. Et de consommateurs de vin, ils deviennent producteurs. De même, les poteries et notamment les amphores, d'abord importées d'Italie, sont très vite fabriquées par l'artisanat local. Mon développement commercial devient tel que certains hauts dignitaires romains veulent profiter de tous mes attraits, notamment au bord des étangs, à Port-la-Nautique. Juste au-dessus de la zone portuaire, on va avoir une très belle villa. Et cette villa est surtout associée à un vivier, donc un grand bassin avec des poissons, mais qui est un vivier particulier parce que c'est un vivier d'agrément. C'est-à-dire que ce n'est pas un vivier pour revendre des poissons, c'est un vivier avec une salle à manger au centre. Et donc, les invités du propriétaire de la villa s'installent sur cette salle à manger. Et là, tout autour d'eux, il y a des poissons, mais des poissons particuliers puisqu'on a retrouvé des murènes. Et la particularité du vivier de la Nautique, c'est qu'il est extrêmement grand, puisqu'il fait 70 mètres de diamètre.
Et lorsqu'on le compare avec le vivier de l'empereur Tibère en Italie, on peut avoir un vivier qui est 3 fois plus grand que le vivier de l'empereur Tibère. Alors se pose la question du propriétaire de la villa de la Nautique. Et l'élément de réponse, c'est sans doute le port, parce que l'on sait que la création d'un port, c'est le privilège de l'empereur. Et l'empereur qui est venu à Narbonne, c'est Auguste. L'empereur Auguste passe souvent sur mon territoire lorsqu'il se rend en Espagne pour en achever la conquête. Après avoir décidé de redécouper la Gaule romaine en plusieurs provinces, il vient spécialement à Narbo-Martius pour me nommer capitale de l'ancienne province transalpine, rebaptisée la Narbonnaise. Je deviens alors le centre de la célébration du culte impérial. Sur mon forum est érigée une plaque de marbre qui honore l'esprit divin d'Auguste, célébrant son anniversaire et les étapes décisives de son illustre carrière. Le premier geste, quand on crée une ville, est de donner à cette création tout ce qui fait la ville. C'est-à-dire théâtre, forum, temple, quand c'est possible, une enceinte honorifique, arc de triomphe, pont, lorsque c'est nécessaire. Et bien, ce pont, il a été construit pour traverser la rivière Aude qui longeait Narbonne, puisque la ville romaine était sur la rive gauche. Donc le pont, il faisait probablement entre 100 cm de long, et donc il avait plusieurs arches. En tout cas, il est sur l'axe de la voie domitienne. Le monument remarquable de Narbonne, c'était son temple du Forum, qui était un capitole. C'est-à-dire un temple dédié, comme le temple de Rome bâti sur la colline du Capitole, aux 3 divinités principales du panthéon romain, Jupiter, Junon, Minerve. Jupiter au centre, Junon à droite, Minerve à gauche. Ce temple capitolin, donc, se trouvait au nord du Forum, et il avait plusieurs caractéristiques qui faisaient qu'il était hors du commun. Sa taille, il était gigantesque. Le podium fait 36 mètres par 48, c'est-à-dire qu'il est un peu plus grand que le podium du temple d'Auguste à Rome, par exemple, qui est un des plus grands temples. Et ce temple en marbre, ça devait être magnifique, hein. Ça devait dominer la ville, être vraiment le clou monumental de Narbonne, je pense, hein. Avec l'essor de Narbonne, surtout à partir du moment où Narbonne devient une capitale provinciale, vous imaginez le boom économique, le boom démographique que ça a provoqué en ville. C'est devenu une ville importante. On a l'impression que Narbonne, c'est comme une... Je dirais pas une petite Rome, parce que Rome, c'est incomparable, hein. Mais c'était quand même une vie à la romaine. On trouve des grandes domus, magnifiquement décorées, avec un plan italien typique, une entrée branchée sur un atrium, c'est-à-dire l'atrium, c'est une espèce de petite cour, au centre de laquelle il y a un bassin, et bassin qui reçoit les eaux de pluie qui coulent d'un toit à pente inversée. L'atrium, c'est le cœur de la maison romaine. Donc c'est là que se trouvent les pièces principales, tout autour de l'atrium. Mais en plus de ça, on pouvait trouver aussi un jardin à côté de la maison. Et ce jardin, petit à petit, a été englobé dans la maison par un péristyle, c'est-à-dire par un portique à colonnes. Et ce plan double, atrium-péristyle, on le trouve à Narbonne, mais on le retrouve presque à l'identique à Pompéi, par exemple. Capitale provinciale vivant à l'heure de Rome, je tire pleinement profit de la Pax Romana gallo-romaine pendant tout le 1er et 2e siècle de notre ère, devenant une puissante cité commerçante totalement intégrée aux échanges dans l'Empire. Au IIIe siècle, je vis un important renouveau religieux. Une croyance nouvelle, le christianisme, diffuse depuis quelque temps dans tout l'Empire. Lorsque l'évêque Paul, envoyé par le pape Fabien de Rome, se présente, je l'accueille avec intérêt et lui permets d'exprimer sa foi et ses convictions. C'est le temps des tout premiers cimetières chrétiens, aux tombeaux magnifiquement décorés, et de l'édification des premières basiliques. L'évêque Paul est le fondateur de mon église. C'est aussi au IIIe siècle que les premiers signes de troubles parviennent des frontières du Nord. Des peuplades barbares venues de l'Est
commencent à circuler dans l'Empire. Les villes gallo-romaines cherchent alors de toute urgence à se protéger derrière des murailles. Mais au lieu d'ouvrir une carrière pour y tailler des pierres, mon gouverneur ordonne, pour gagner du temps, de récupérer celle des grands tombeaux romains. Ces mausolées, constitués de blocs de pierre gravés, étaient tombés en désuétude depuis le début du christianisme. Ma première enceinte est donc rapidement élevée avec ces blocs à proximité. Elle ne protégera que mon centre municipal, la plupart des quartiers résidentiels et mon amphithéâtre restant hors les murs. Au 5e siècle, je deviens la cible des populations circulant dans l'Empire, et notamment des Wisigoths, qui, après être passés par Rome pour mettre la ville à sac, s'enfoncent en direction de l'ouest de l'Europe. Dans un premier temps, ils vont se développer autour de Toulouse et de Narbonne, en conquérant peu à peu l'Espagne. Et à partir de la bataille de Vouillers, au début du VIe siècle, les Wisigoths sont battus par les Francs et vont se replier sur Narbonne et sur l'Espagne, la péninsule ibérique. Donc cette dernière province en Gaule va s'appeler la Septimanie, c'est un nom qu'on lui a donné par la suite. Mais effectivement, c'était vraiment le poste avancé des Wisigoths en Gaule autour de Narbonne, qui était leur capitale en Gaule. C'est une période brillante, quoi qu'on puisse en penser, parce que souvent on associe Wisigoths à barbares. Pas du tout, dans la mesure où la Septimanie, donc cette région qui va être toujours commandée par Narbonne, le siège du gouverneur est à Narbonne, est rattachée au royaume espagnol de Tolède, donc Narbonne est tournée vers la Méditerranée. Les Goths sont célèbres dans toute l'Europe de l'époque pour être sans doute les barbares les plus civilisés, c'est-à-dire ceux qui ont été les plus proches des Romains, ceux qui ont le plus adopté leurs us et coutumes et qui ont finalement un mode de vie qui paraît avancé pour l'époque, si vous voulez. On est assez loin des Francs d'ailleurs, qui étaient considérés comme nettement plus rustres, hein. Mais les Goths étaient vraiment l'élite un petit peu de ces civilisations. On est plus dans une période de transition finalement avec cette Gaule romaine, davantage que d'autres peuples. Dès leur arrivée, mon aristocratie accueille les Wisigoths avec tous les égards. Nous célébrons le mariage de leur roi Ataolphe avec Galla Placidia, la sœur de l'empereur romain Honorius, prise en otage lors du sac de Rome. Les Wisigoths décrètent qu'ils feront de moi leur capitale en Gaule. Mais ils n'ont aucune intention de renverser l'Empire. Ils veulent simplement être respectés des Gallo-Romains dont ils apprécient la civilisation. Comme je suis déjà christianisé, lorsqu'ils deviennent mes véritables maîtres en 462, ils acceptent sans difficulté cet héritage religieux. Et plus tard, ils se convertiront eux-mêmes au catholicisme. Dans ce contexte de christianisation générale, en ce 5e siècle, alors que les digues de mes ports se détériorent gravement à cause des tempêtes et des crues, les gouverneurs choisissent pour les remblayer de détruire la plupart de mes grands monuments païens, dont mon illustre temple capitolin, qui disparaît totalement, servant de carrière de marbre pour combler les digues défectueuses. Les Wisigoths de Septimanie demeurent dans mes murs pendant près de 3 siècles, jusqu'à l'arrivée des Arabes en 719. Ces derniers avaient franchi le détroit de Gibraltar et envahi l'Espagne à leur tour en choisissant Cordoue comme capitale. Le royaume wisigothique de Tolède s'était effondré en quelques années seulement. Les Arabes me baptisent Arbuna, mais ils ne restent que peu de temps dans mes murs, étant eux-mêmes définitivement chassés 40 ans plus tard par les Francs de Pépin le Bref, le fils de Charles Martel. C'est comme cela qu'au 8e siècle, je m'intègre au monde franc de Charlemagne et deviens à mon tour carolingienne. À l'époque de Charlemagne, le cœur de l'Europe effectivement devient nettement plus central, autour d'Aix-la-Chapelle, donc à l'extrême ouest des pays germaniques. Et cette zone méditerranéenne demeure en quelque sorte un réservoir culturel, un pouvoir politique encore très fort parce qu'hérité de l'Empire romain, mais petit à petit en perte de puissance par rapport au nord et au cœur et au centre de l'Europe. À l'heure carolingienne, le rôle de l'Église catholique est décisif pour l'unification du royaume. Dès le IXe siècle, Charlemagne décide que mon évêque métropolitain prendra le titre d'archevêque.
afin d'affirmer mon autorité sur l'ensemble de la province ecclésiastique. C'est dans ce contexte de volonté d'affirmation épiscopale que je me transforme à partir du Xe siècle en cité médiévale. Narbonne médiévale est sous une imbrication de juridictions, en particulier donc la juridiction des archevêques. Depuis le IXe siècle, un vaste territoire est soumis à sa juridiction. Des diocèses, donc, qui représentent à peu près la taille des anciennes cités romaines, qui sont dirigés par des évêques et qui obéissent donc à l'archevêque. Face à eux, il y a un autre pouvoir qui, lui, est aussi issu de la féodalité, c'est le pouvoir du vicomte. Comme l'autorité carolingienne souhaite que je sois également gouvernée par un pouvoir laïque, ma charge est confiée au titre nobiliaire des vicomtes. Dès lors, le partage du pouvoir à Narbonne entre les archevêques et les vicomtes s'avère très compliqué. Le vicomte construit son palais juste à l'opposé de celui de l'archevêque, donc de l'autre côté de la place aux Herbes. Donc les deux palais se font face, et lorsque les tensions deviennent vraiment très fortes entre les deux seigneurs, il y a même des jets de projectiles entre les deux châteaux. Il y a quelques épisodes qui prouvent que ce n'était pas seulement des joutes verbales, mais il y avait aussi de vrais combats entre les deux seigneurs. Certains de mes quartiers relèvent donc de l'administration du vicomte, alors que d'autres sont confiés à l'archevêque. Mais au XIIe siècle, ce sont les vicomtes qui contribuent particulièrement à mon rayonnement. Notamment au temps de la vicomtesse Ermengarde, habile négociatrice narbonnaise qui apprécie la poésie courtoise chantée en occitan. En témoignent les œuvres du plus connu des troubadours, Père Rogier, qui séjourne souvent à la cour de la vicomtesse et chante ses louanges. Ainsi, Ermengarde est à cette époque une personnalité célèbre dans tout le pays. Mais si dans un premier temps, les vicomtes ont une certaine influence sur l'archevêché, la tendance s'inverse à l'occasion de la croisade des Albigeois. Le pape Innocent III dénonce l'hérésie cathare et prêche la croisade. Le roi de France, Philippe Auguste, envoie alors ses chevaliers s'emparer des fiefs du Sud pour en chasser les hérétiques et s'y installer durablement. Dans ce contexte, je m'affirme aux yeux de tous comme la championne de la foi catholique et passe sous la coupe du pouvoir royal. C'est ainsi que les prélats, souhaitant témoigner de leur puissance renforcée et ne pouvant plus se satisfaire de leur modeste résidence, entreprennent de bâtir un ensemble religieux monumental. Dès 1268, Guy Foulques, ancien archevêque de Narbonne devenu le pape Clément IV, ordonne la construction de ma grande cathédrale, en lieu et place des premières églises romanes et paléochrétiennes. Cette cathédrale s'inscrit dans le style gothique septentrional du nord de la France, qui est assez rare dans la région. Peu de cathédrales ont cette architecture très spécifique. On veut montrer la puissance de l'archevêque et ses liens aussi avec la royauté. Donc, quelque part, on va chercher des modèles dans le nord de la France que l'on va importer dans la région, là encore pour montrer sa puissance. Donc, on copie en quelque sorte les cathédrales du Nord avec le même vocabulaire, les grandes verrières, les arcs-boutants, une des voûtes qui culmine à 40 mètres de haut, qui en fait une des rares, une des plus hautes de France. Et on construit, grâce à un plan des cathédrales du Nord, un grand déambulatoire qui doit contourner le sanctuaire, flanqué de plusieurs chapelles rayonnantes. Étant donné que la nef n'a jamais été construite et que la nef est destinée généralement aux paroissiens, le chœur étant réservé au clergé, on a donné à la paroisse 7 chapelles pour qu'on puisse y dire la messe pour les paroissiens. Et on va construire le grand retable sculpté en remplacement, en quelque sorte, d'un grand portail orné que l'on aurait pu avoir sur une façade occidentale qui n'existera jamais. On va développer le thème du salut. On va montrer le jugement dernier pour offrir aux fidèles des images
et en faire de bons chrétiens. Quant au palais archiépiscopal, la construction des différentes tours qui en jalonnent l'enceinte témoigne de la puissance que les archevêques souhaitent inspirer autour d'eux. C'est une véritable forteresse qui se dresse afin de symboliser leur puissance militaire et religieuse, mais aussi artistique. Dès la fin du XIIe siècle, on construit une première tour, la tour de la Madeleine, dans laquelle l'archevêque loge sa chapelle privée avec niche oratoire. Plus tard, on fait peindre sur les plafonds de leurs riches appartements des motifs floraux et animaliers ou des scènes de bataille. À la fin du XIIIe siècle, l'archevêque Gilles Esselin se fait bâtir un grand donjon de 42 mètres avec chemin de ronde et échauguette. Pour impressionner et se protéger de son rival d'en face, ces meurtrières donnent directement sur la Collaria, la place du marché aux herbes. Vers l'an 1300, Narbonne est une grande ville. Ayant une population importante, eh bien, elle va déborder de son enceinte du IIIe siècle, cette enceinte qui était donc sur la rive gauche de l'Aude. Et puis de l'autre côté de l'Aude va apparaître à partir du XIIe siècle un quartier, le bourg. C'est un quartier de marchands, de tisserands, et qui s'est doté lui-même d'une enceinte. Donc on se trouve au Moyen-Âge avec une ville double en quelque sorte, chacune enserrée de murailles, et le fleuve de l'Aude qui coule au milieu. Les deux villes sont reliées par l'ancien pont romain, le pont des marchands au Moyen-Âge, sur lequel on construit les maisons et qui sont encore présentes aujourd'hui. Cette importance de la population, elle va s'expliquer essentiellement par le fait que ce soit une métropole économique. Alors à l'époque, le négoce repose essentiellement sur l'exportation et l'importation des draps. Donc Narbonne est une grande ville drapière. Pour fabriquer les draps, je tire ressource des espaces environnants, et notamment pour la laine, de l'importance des troupeaux de moutons dans les corbières voisines, mais aussi des plantes tinctoriales pour les teintures. La graine écarlate de la cochenille pour le rouge, le pastel pour le bleu. Sur l'autre se trouvent les moulins à foulons pour battre et fouler la laine. La production de draps mobilise au moins 40% de mes artisans. Dans le nouveau quartier du bourg se trouve la Maison des Incants, la bourse du drap où ils sont vendus à la criée. Car la draperie est une véritable monnaie d'échange dans le commerce méditerranéen. Les navires qui appareillent sur mon port, chargés de draps, reviennent avec des produits de luxe comme les épices d'Orient. Dans ce contexte de pleine prospérité, les grandes familles marchandes s'organisent en consulats, certes pour administrer mes différents quartiers, mais surtout pour protéger leurs intérêts. Ce sont des grands bourgeois cooptés pour administrer la ville, préserver les privilèges des bourgeois de la ville, bien sûr, mais aussi veiller sur la réglementation des marchés. Ils vont veiller aussi à ce que le lit de l'Aude ne soit pas trop encombré par les moulins. Ils vont essayer aussi de participer, si vous voulez, à la mise en place des fortifications de la ville. Ces consuls prennent au fil des années de plus en plus d'importance dans la cité, empiétant sur les deux pouvoirs féodaux de l'archevêque et du vicomte. En 1355, en pleine guerre de 100 ans contre les Anglais, alors que les troupes du prince noir s'approchent dangereusement de la ville, les consuls interviennent brutalement auprès des chanoines pour suspendre la construction de la cathédrale. On comprend qu'il faudrait abattre les murailles pour pouvoir poursuivre sa construction, et en particulier celle de la nef. Les consuls, maîtres des murs, refusent aux chanoines la destruction de la muraille. S'engage alors un long procès. Les consuls obtiennent gain de cause, les remparts restent intacts et les troupes anglaises s'en retournent bredouilles. En compensation, on permet aux chanoines de construire un cloître relié au palais des archevêques, à l'emplacement des anciennes églises romanes. Mais la construction de la nef de la cathédrale est définitivement arrêtée.
au-delà de la guerre avec les Anglais qui dévastent la région, je subis bien d'autres malheurs en ce milieu de XIVe siècle. D'abord, les terribles inondations de mon fleuve. En 1345, l'Aude détourne brusquement son cours au nord-est. Dès lors, je ne suis plus irriguée, et le large fleuve qui passait sous mon vieux pont romain devient un minuscule cours d'eau résiduel que l'on baptisera Canal de la Robine. Résultat, mon alimentation en eau devient aléatoire, et surtout, je n'ai plus accès à la mer pour mon commerce. Pour couronner le tout, l'épidémie de peste qui ravage toute l'Europe décime une partie de ma population. Les inondations, la peste, la guerre, très peu de villes auront à subir autant de malheurs que moi en un temps aussi court. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette série de malheurs tout à fait étonnante montre une ville qui était riche et qui fait preuve d'une réaction, on dirait, d'une résilience à l'heure actuelle tout à fait extraordinaire. D'abord, la production ne s'effondre pas, contrairement à l'avait cru. D'autre part, pour réduire les problèmes de l'inondation, la ville s'engage dans des travaux colossaux et les finance elle-même. Ensuite, à l'égard de la guerre, la ville renforce ses fortifications. Donc il n'y a pas du tout d'effondrement de Narbonne, et c'est ça l'aspect le plus étonnant de cette ville pendant le XIVe siècle. Narbonne médiévale est une ville qui a certainement un rayonnement comparable à la Narbonne antique. Narbonne est un carrefour de grande envergure. Elle a à l'intérieur de ses murs une population dynamique, entreprenante. Les négociants narbonnais se retrouvent partout dans le monde méditerranéen. Donc c'est une période très brillante. Et surtout, cette période très brillante va laisser son empreinte patrimoniale avec des monuments prestigieux, le palais des archevêques, la cathédrale, l'abbaye de Saint-Paul-Serge, et puis aussi Notre-Dame de la Mourguée. Au début du XVIe siècle, Narbonne est impactée par les problèmes internationaux. C'est l'époque de la naissance des États. D'un côté, le Royaume de France, de l'autre côté, les rois catholiques et la naissance de l'Empire Habsbourg. Narbonne se trouve sur ou auprès de la frontière comme clé et garde du royaume. Ce site était un site stratégique dans la mesure où l'Empire Habsbourg et l'Empire français n'avaient que très peu d'endroits où se saisir ou se combattre. Très peu d'endroits. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à chaque guerre entre les Habsbourg et le Royaume de France, les attaques se concentrent là-dessus. Narbonne est obligée de se ceinturer avec des fortifications d'un seul tenant autour de la ville. Ceci a un effet majeur sur la configuration de la ville, voire même sur toute son histoire, dans la mesure où ce type de fortification interdit qu'il y ait quelques faubourgs autour. Il faut faire le vide pour pouvoir, d'une part, se défendre, et pour que l'artillerie ennemie ne puisse pas parvenir à proximité. Je me retrouve donc protégée derrière un solide système bastionné englobant les quartiers de la cité et du bourg, placés en avant des murailles médiévales. Pour ériger ces nouvelles fortifications, on récupère les vestiges romains des anciennes murailles. Le roi François Ier, qui séjourne à plusieurs reprises chez moi, ordonne que ces vestiges soient placés de façon bien visible autour des nouvelles portes de la ville. Porte de Béziers,
portes de Perpignan et au sommet des Courtines. C'est l'époque où la Renaissance redécouvre l'Antiquité. Mais à cause des murailles, je suis interdite d'expansion. Il est alors décidé que les nouvelles constructions se concentreront dans le centre, notamment sur mon vieux pont romain devenu le pont des marchands. Les arches se retrouvent englobées sous les maisons. Dans les quartiers alentours, les marchands les plus en vue se font construire de très belles demeures ou de petits immeubles aux riches décorations. Quant à mon commerce, il reste comme toujours d'une vitalité remarquable, en se concentrant désormais sur la laine et surtout sur le blé. Et cela dure jusqu'au milieu du XVIIe siècle, lorsque deux événements concomitants majeurs lancent le signal de la lente dégradation de mon influence politique et économique dans la région. En 1659, le traité des Pyrénées donne en quelque sorte le Roussillon au Royaume de France. Cela a pour effet de rejeter la frontière sur les Pyrénées et d'enlever à Narbonne sa position et son rôle de place et garde du royaume. Donc on peut dire que par cet effet, Narbonne perd une de ses justifications et qui avait fait son importance et, disons, sa valeur stratégique dans le royaume. Or, avec le projet de Riquet de raccorder en quelque sorte les deux mers, c'est-à-dire l'océan à la Méditerranée, Narbonne se retrouve marginalisée des deux côtés du sud et du côté du nord. Depuis l'origine de Narbonne, c'est finalement la relation avec la Méditerranée qui était fondamentale. Or, le canal ôte partiellement ce raccordement à la Méditerranée. Par là, c'est la position de Narbonne qui est considérablement dévaluée, mais avec la position, je dirais, les investissements. Et on peut dire que Narbonne vivote au XVIIIe siècle. La période de la Révolution redéfinit mon statut dans la France nouvelle. On découpe le territoire en départements, et c'est Carcassonne, et non pas moi, ville historiquement catholique, qui est choisi comme chef-lieu. Plus tard, comme mon archevêque d'Ilon refuse de revenir d'exil, je perds mon archevêché, toujours en faveur de Carcassonne. Mais au moment de la Révolution, il faut que l'espace devienne républicain. Le palais des archevêques est transformé en hôtel de ville et on s'attaque à mon patrimoine religieux. Mes nombreux couvents disséminés à l'intérieur des murailles se retrouvent divisés en lots, puis vendus. On s'attaque surtout à mes symboles féodaux. On martèle mes armoiries, ainsi que les sculptures gravées dans mes remparts, et on dégrade les tombeaux des archevêques dans la cathédrale. Alors face à toutes ces destructions au niveau national, très vite, des voix vont s'élever. L'abbé Grégoire va parler de vandalisme, il crée le mot pour tuer la chose. Va naître aussi l'expression monument historique, c'est-à-dire que le bâtiment va avoir désormais une tonalité historique. En Narbonne, face à cela, eh bien, le palais des archevêques et la cathédrale vont être préservés. Le 19e siècle est souvent appelé le siècle de l'histoire. C'est ainsi qu'en 1833, donc, va se former, c'est une des premières qui se forme en France, la commission archéologique de Narbonne, autour d'une personnalité d'envergure, Paul Tournal. Cette commission archéologique, elle va avoir comme but de créer un musée, une bibliothèque, un service des archives, mais aussi le riche patrimoine que possèdent ces fortifications, avec tous ces vestiges antiques qui sont incorporés. Tant et si bien que les musées qui se construisent à ce moment-là, que ce soit le Louvre ou bien le musée des Augustins à Toulouse, vont réclamer les pierres de Narbonne, en particulier la fameuse frise des aigles. Et les Narbonnais se disent, si on réclame nos pierres, c'est qu'elles sont intéressantes. D'où l'idée, pour faire face à ces convoitises extérieures, de créer in situ un musée pour les préserver. Une fois les fureurs révolutionnaires apaisées, ma cathédrale peut retrouver son rayonnement religieux. Ainsi, en 1839,
le vieux rêve narbonnais d'en reprendre le chantier refait surface. Par l'intermédiaire de Paul Tournal et de ses relations, on fait appel à un jeune architecte du nom de Viollet-le-Duc. Celui-ci propose rapidement un projet qui est accepté avec enthousiasme. Mais il reste à l'état de plan, car une fois de plus, on ne peut réunir les financements nécessaires. Le chantier est à nouveau suspendu. Il ne demeure sur la face avant de la cathédrale que la magnifique élévation de la cour Sainte-Eutrope. Par la suite, lui est proposé un deuxième chantier, celui du Palais des Archevêques, avec l'idée de transformer la simple courtine médiévale, entre le donjon et la tour Saint-Martial, en une façade digne d'un hôtel de ville. Viollet-le-Duc réaménage complètement le corps du bâtiment central pour offrir cette magnifique façade ornée d'un tympan au-dessus d'une grande porte d'entrée. Les 3 navires sculptés sur le tympan y évoquent mon passé antique et médiéval, lorsque j'étais un grand port d'Occident. Un rôle que mes habitants espèrent toujours retrouver. Au milieu du 19e siècle, je connais une nouvelle période d'expansion économique et démographique. La vigne qui reprend ses droits sur les céréales vient à mon secours. Un véritable âge d'or viticole se profile. Alors que presque tout le vignoble français est touché par la maladie du phylloxéra, celui-ci n'atteint que tardivement ma région. La crise du phylloxéra, paradoxalement, fait la fortune de Narbonne, puisque les Narbonnais ont pu vendre leur vin et puis se défendre contre le phylloxéra, pour lequel, entre-temps, on a trouvé des remèdes. Donc, des fortunes très rapides et un prolétariat aussi viticole, puisque la vigne est une culture peuplante et que ce prolétariat est nombreux. Et d'autre part, contrairement à certaines activités agricoles, la vigne laisse du temps. Et du temps pour les sociabilités. On est beaucoup au café et où on se mélange, gros propriétaires, salariés. Il faut ajouter qu'à ce prolétariat venu des Corbières, venu d'Espagne, venu du Lauragais, s'ajoute un prolétariat industriel, puisque la vigne induit à Narbonne une industrie, la tonnellerie. Donc c'est une explosion démographique importante. Et donc, la vieille ville médiévale, est trop étroite, insalubre, l'odeur, l'insalubrité, les rues étroites. Donc, on décide de démolir les remparts et on va ouvrir les grands boulevards, dans le même esprit que les projets Haussmann à Paris. Alors, cette démolition se fait dans l'indifférence générale. Il ne s'agit pas de fortification médiévale, et le système bastionné, qui est pourtant le premier qui va s'instaurer dans le royaume de France et qui aurait été très intéressant à conserver, est démoli. Alors, dans un premier temps, il n'était pas question de tout démolir. Les portes, la porte de Béziers et la porte de Perpignan, devaient être conservées, ainsi qu'une portion de rempart contenant un certain nombre d'inscriptions. C'était la volonté de Paul Tournal, mais à sa mort en 1872, tout disparaît. Alors la commission archéologique va essayer, ce n'est pas facile parce que les remparts sont démolis à l'explosif, de préserver toutes ces pierres qui sont retirées des fortifications. Ces pierres, il leur faut trouver un local, ce sera l'église à Mourguier qui appartient à l'armée, au couvent donc, des bénédictins où s'était installée donc, l'armée, et donc elles vont être entreposées dans l'église à Mourguier. L'église Notre-Dame de Lamourguier, joyau de l'art gothique méridional, abrite pendant plus d'un siècle la deuxième collection lapidaire après Rome. La démolition des fortifications permet de me redessiner un nouveau visage. Tout d'abord avec l'émergence d'une ceinture de boulevards, le long desquels on édifie de grandes demeures bourgeoises. La cité et le bourg sont reliés par de nouveaux ponts. C'est à ce moment que l'on construit une gare. Avec l'arrivée du chemin de fer, je redeviens comme à mes origines un grand carrefour terrestre. La construction de mes halles, architecture de verre et de fer de style Baltard, abrite mon célèbre marché. Le grand magasin des Dames de France s'élève à l'emplacement de l'ancien palais vicomtal, en face du palais des archevêques. Enfin, l'aménagement de mes quais le long du canal de la Robine permet le déploiement d'une activité viticole intense.
Mais en 1907, mon embellie viticole cesse brusquement. Je dois affronter une crise violente, me retrouvant à l'épicentre de la révolte des vignerons. C'est la révolte, ce qu'on appelait la révolte des gueux du Midi, c'est-à-dire des vignerons du Midi. Alors, qui se révolte parce que le prix du vin a chuté après cette période de prospérité viticole. Donc c'est une crise en fait de surproduction viticole qui est typique des crises classiques du capitalisme, mais qui est surtout vue par les vignerons du Midi comme liée à la fraude. Leur cri principal, c'est guerre aux fraudeurs, mort à la fraude. Une fraude due à la falsification des vins par l'utilisation de produits interdits et la mise en œuvre de coupages illicites déprécie la production. Au printemps 1907, le maire Ernest Féroul, accompagné du vigneron Marcelin Albert, prononce un serment d'unité de tout le Midi pour défendre la cause viticole. Le président du Conseil, Georges Clémenceau, voit dans ce discours une volonté de séparatisme de la région, d'autant que les deux meneurs ont fait référence au passé cathare de l'Occitanie. Clémenceau ordonne d'envoyer la troupe en nombre. Pas moins de 9 régiments stationnent dans mon centre. Je suis rebaptisée Narbonne-la-Rouge. Quelques jours plus tard, l'arrestation de Féroul et Marcelin déclenche une émeute. La répression ne tarde pas. Les cuirassiers tirent sur la foule et je dois compter plusieurs morts parmi les révoltés. Tout le XXe siècle est marqué par des périodes de crise viticole. Dans les années 30, lorsque le futur président du Conseil, Léon Blum, devient député de Narbonne, on dit de lui que c'est un buveur d'eau qui arrive au milieu des vignes. Ce qui ne l'empêche pas de déclarer son amour pour Narbonne et les Narbonnais, et de laisser à la ville le Palais des Sports, des Arts et du Travail, œuvre représentative, s'il en est, du Front populaire. On peut dire que de la fin du 19e et la période de prospérité viticole jusqu'aux années 70, où la vigne va peu à peu disparaître, du moins en tant que culture dominante, vin et politique sont intimement liés. Et puis, voilà, une nouvelle donne économique, une nouvelle donne sociale. La ville se tourne vers ses ressources, le soleil, le littoral, et donc l'accueil des touristes. Et dans ce contexte-là, le souci du patrimoine et de la splendeur passée de Narbonne est revivifié. Ainsi, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, je renoue mes liens privilégiés avec la Méditerranée. Je me dote d'une station balnéaire baptisée Narbonne-Plage sur le territoire communal. Avec Gruissant et Port-le-Cat, ces stations touristiques renouvellent mon rapport à la mer et au littoral. Je connais une vigoureuse croissance démographique, comme ce fut souvent le cas durant mon histoire avec l'arrivée de populations venues de toute l'Occitanie. La viticulture reste très présente et structurante pour moi, évoluant définitivement vers la commercialisation de vins de grande qualité. Une reconnaissance nationale et internationale rappelle le lien privilégié que j'ai toujours entretenu avec la vigne depuis les premiers colons romains. Aujourd'hui, outre son cadre naturel, Narbonne a la chance, grâce à des campagnes de fouilles assez récentes, de retrouver son riche passé romain qu'elle va mettre en valeur dans le Narbovia. Ce riche passé romain va lui permettre de retrouver ce rang de capitale antique qui est souvent oublié. Elle a aussi certainement encore un énorme potentiel, puisque dès qu'une construction nouvelle apparaît, souvent apparaît aussi les vestiges de l'ancienne ville romaine ou ville médiévale qu'elle a sous ses pieds. Des vestiges d'une richesse remarquable que le musée Narbovia se charge de mettre en valeur rappellent dans chacune de ses pièces ce que fut mon glorieux passé de première fille de Rome
ouverte sur l'ensemble du monde méditerranéen. Au-delà de ce passé antique, il reste mon vieux pont bâti qui a vu passer tant de monde au cours des siècles, avec en arrière-plan le palais des archevêques et la cathédrale gothique. Cet ensemble architectural majeur demeure le symbole de ma splendeur médiévale. Chacune de leurs salles renferme un peu de ce que fut mon histoire et celle des Narbonnais.